c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver en grand nombre pour ce webinaire, le 5e de la série sur Imagine École et plus globalement sur le numérique en éducation. Au nom de Monsieur le secrétaire général de la Confémen, nous vous remercions pour votre confiance et votre présence à nos webinaires semaine après semaine. Mesdames et messieurs, toutes et tous, vous avez forcément déjà entendu la phrase suivante: occupez-vous de la politique, sinon la politique s'occupera de vous. Vous inquiétez pas, là, Maoto garde toutes ses facultés. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de politique, mais j'utilise juste l'analogie pour introduire le sujet de cet après-midi, l'intelligence artificielle. On peut donc affirmer de nos jours, sans risque de nous tromper, que si vous ne vous occupez pas de l'intelligence artificielle s'occupera de vous. Mais nous sommes quand même ravis de savoir que vous avez décidé de vous occuper de l'intelligence artificielle, votre présence à cette activité, le pro. Donc, cet après-midi, nous allons discuter de l'IA en éducation, donc cette définition, les cas d'usage, mais aussi les perspectives. Donc, il s'agira très spécifiquement d'abord de définir l'intelligence artificielle en éducation, de présenter des cas d'usage réels, notamment avec ChatGPT, et de présenter les perspectives de l'IA dans le domaine de l'éducation, les enjeux pour les pays notamment africains. Donc, ce thème sera développé par le docteur Bakary Diallo, dont j'aurai l'occasion de le présenter tantôt. Mais avant, au nom du secrétaire général de la Confémen, j'aimerais remercier les partenaires traditionnels d'Imagine École, donc l'UNESCO, le gouvernement français, les ministères de l'éducation des pays membres d'Imagine École, FEI, en langue France Éducation Internationale, le réseau Canopé, Mascotte, la DDC Suisse, notre partenaire financier pour cette série de webinaires, et évidemment le docteur Diallo pour sa présence. Donc cet après-midi, nous allons donner la parole dans quelques minutes au docteur Diallo pour sa présentation. Ensuite, nous allons avoir une petite période de discussion, quand même une période de 30 minutes, une période assez intéressante de discussion. Et on vous présentera le mot de la fin. Donc, je tiens à souligner cet après-midi la présence de Madame Fatimata Ba Diallo, qui est la coordonnatrice du pacte, ainsi que toute l'équipe du pacte. Donc, Madame Diallo, si elle le souhaite, à la fin du webinaire, vous dira un petit mot. Donc, avant de laisser la parole au docteur Diallo, je vais essayer de le présenter très rapidement, mais d'ailleurs, je me présente moi d'abord. Donc, Maoto Toulan, chef de la division appui au changement et aux instances au sein du pacte, donc au sein de la Confémen. Donc, c'est un plaisir là de modérer ce webinaire comme tous les 4 derniers des semaines passées. Donc, le docteur Diallo, que nous avons le plaisir d'avoir avec nous, est un expert en transformation numérique et fondateur de Souboula. Souboula, c'est une société de conseil en intelligence artificielle et en éducation numérique qui est basée à Vienne, en Autriche. Donc, il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, occupé le poste de recteur de l'Université virtuelle africaine. Dans ce cadre, il a dirigé des initiatives dans plus de 27 pays africains. Il enseigne présentement à l'Université de Nova Gorica en Slovénie, j'espère que je prononce bien. Il a été membre du conseil d'administration et trésorier de l'Open Education Global qui est basé aux États-Unis. Il était également professeur et consultant au Centre de pédagogie universitaire de l'Université d'Ottawa au Canada, enseignant dans une ancienne vie au collège Ousmane Sosé Diop de Diopel à Dakar au Sénégal. Donc, Dr Diallo est titulaire d'un doctorat en administration de l'éducation de l'Université d'Ottawa et il a suivi un programme sur les stratégies d'intelligence artificielle au MIT. J'espère que je vais pouvoir le prononcer comme il faut en long, le Massachusetts Institute of Technologies aux États-Unis. Donc,
Docteur Diallo est récipiendaire de plusieurs prix aussi, le prix de la recherche institutionnelle de l'ADA en 2020, le prix du leadership 2017 de l'Open Education Global et le prix institutionnel 2014 de l'Association internationale pour l'enseignement à distance. Donc, docteur Diallo, vous avez la parole et merci encore d'être là cet après-midi pour ces échanges-là. Et mesdames, messieurs, merci encore une fois pour votre présence aussi. Beaucoup donc pour cette présentation, merci beaucoup. Et bienvenue à ce webinaire. C'est avec beaucoup de plaisir que donc, je me retrouve devant vous et avec beaucoup d'humilité aussi, parce que je sais que quand on parle d'IA, il y a forcément des experts qui peuvent être sur le panel. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner peut-être partager mon expérience, ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé, et aussi mes recherches en IA éducation et ce que nous faisons avec notre cabinet de conseil qui s'appelle Subula. Le premier point a été fait, donc c'est l'ouverture et présentation de Subula. Donc, M. Toulon a bien voulu faire cela, je le remercie beaucoup. Et je remercie aussi la Confemen et tout, du directeur et tout le monde, donc, qui m'ont accepté, qui m'ont accueilli pour ce séminaire. Donc, je vous remercie bien. Et maintenant, on va entrer dans le sujet, l'IA et ses applications. Donc, on va essayer de présenter l'IA, l'introduction. Pour la présentation de Subula, voilà, donc Subula est une société de conseil spécialisée en intelligence artificielle, comme l'a dit M. Toulon. Donc, nous sommes basés en Autriche. Là, donc, je vous parle de Vienne aujourd'hui, en Autriche. Donc, nous aidons les établissements d'enseignement, les gouvernements, les agences de développement et les ONG et les entreprises privées à atteindre leurs objectifs. Voilà, donc aussi pour votre information, nous avons un blog à Subula où il y a des ressources. Donc, nous écrivons souvent chaque mois, nous publions un blog sur l'IA et l'éducation, bon, dans le monde et souvent donc en Afrique aussi. Et aujourd'hui, ce mois-ci, donc c'est dédié à l'Afrique. Donc, vous pouvez, si vous allez à subula.com, FR blog, vous pouvez trouver ça. Donc, je dirais que l'IA a vraiment le potentiel de transformer profondément le paysage éducatif en démocratisant l'accès à une éducation de qualité, mais aussi avec l'optimisation des processus d'enseignement, d'apprentissage et de gestion intellectuelle. En fait, ce que l'IA peut faire, si elle est bien utilisée stratégiquement, c'est faire mieux, plus vite et moins cher. Et je pense que cela résonne bien avec le cadre africain, mais aussi le cadre mondial, où nous avons de moins de ressources qui sont dédiées à l'éducation. Cependant, l'adoption de l'IA et son intégration posent encore de nombreux défis, parmi lesquels les politiques qui doivent être en place, les capacités institutionnelles, est-ce que nos institutions sont prêtes? L'adaptation des pratiques pédagogiques, il faut une nouvelle façon d'enseigner et d'apprentissage, mais aussi il faut développer des compétences du personnel éducatif, administratif et aussi de soutien. Je vais passer rapidement sur la chronologie de l'IA pour qu'on sache qu'en fait l'IA ne commence pas maintenant, on en parle depuis 3 ans, un peu moins de 3 ans. Donc ChatGPT a été lancé le 30 novembre 2022, ça fait presque 3 ans. C'est en ce moment-là que nous avons commencé à parler d'IA, surtout d'IA générative. Mais il faut comprendre que nous devons comprendre que l'IA est un sujet qui a fait de recherche et d'application depuis les années 50 avec Alan Turing. Je passe assez rapidement sur ça, mais c'est important de dire qu'en 1956 quand même, John McCarthy est celui qui a introduit le terme intelligence artificielle, par exemple. Le terme machine learning aussi est apparu en 1959. Dans les années 90, ils ont commencé à parler des neurones, les réseaux de neurones.
Quand vous entendez parler de deep learning, donc ça utilise ces réseaux de neurones. Donc le machine learning, l'apprentissage de la machine se base sur ces réseaux-là, par exemple. Quelques autres, bon, vers 2017, c'est là où nous commençons maintenant à nous rapprocher du lancement de ChatGPT. Donc, c'est la naissance des modèles de transformers. Donc, en français, c'est des transformateurs. Donc, en 2018, OpenAI, qui est donc la société qui est derrière GPT et ChatGPT, donc a créé le premier GPT. Hein. Et en 2021, ils ont créé aussi un GPT-3 qui était capable de générer de l'image à partir du machine learning. Et c'est en 2022 en fait que donc ChatGPT a été lancé. Et c'est un événement important parce que ça permet à des gens comme nous. Moi, je suis enseignant aussi, chercheur. Je suis administrateur, je ne suis pas technicien. Ça nous donne la possibilité d'utiliser l'IA de façon avancée quand même, mais pour pouvoir utiliser des codes. Et vous connaissez le reste maintenant, depuis 2023, 2024, il y a beaucoup d'applications. La dernière fois que j'ai suivi en fait les applications, ça fait 6-7 mois, il y avait plus de 13 000 applications IA sur le marché. Donc, c'est impossible de les nommer tous, mais on peut parler de Claude, on peut parler de Llama, on peut parler de Grok, on peut parler de DeepSeek. Tout ça, c'est des IA qui utilisent, c'est des IA qu'on peut appeler génératives. Comment on définit l'IA? Ça, c'est une question importante. Donc, je vais emprunter la définition à MIT, MIT aux États-Unis, le professeur Thomas Malone. J'ai beaucoup aimé sa définition parce que c'est très pratique. Il dit que le terme intelligence artificielle n'est pas facile à définir, ce qui est vrai. Le mot artificiel est plus simple. Cela signifie quelque chose qui ne se produit pas naturellement. Donc, artificiel, c'est pas naturel. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence certainement, mais c'est pas naturel. Donc, elle est différente de notre intelligence, nous les humains. Le mot intelligence, maintenant, est plus difficile à définir parce que elle est définie de plusieurs façons. Le professeur Thomas Malone a emprunté une définition de la psychologie, celle de Gardner, pour dire l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes ou à créer des produits qui ont de la valeur dans un ou plusieurs contextes culturels. Donc, je répète, l'intelligence est la capacité de résoudre des problèmes ou de créer des produits qui ont de la valeur dans un ou plusieurs contextes culturels. Donc, cette définition pratique va nous amener maintenant à définir l'intelligence artificielle. Donc, le terme intelligence artificielle est parfois utilisé pour désigner uniquement les activités difficiles à réaliser par les ordinateurs, telles que la compréhension de l'anglais, la compréhension du Wolof, bien du Jula, etc., des langues, par opposition aux activités plus simples que les ordinateurs effectuent régulièrement, telles que la comptabilité. Vous avez vu que cette définition est très pratique et elle fait la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence de la machine. Je vais aussi parler de 4 types d'IA pour qu'on puisse comprendre généralement, pour qu'on puisse voir qu'il n'y a pas que l'IA générative, par exemple. Donc, je présente ces 4 types d'IA que vous avez certainement entendu parler. Donc, il y a l'IA machine learning, en français, apprentissage de la machine, ou bien, bon, il y a plusieurs façons de définir ça certainement. C'est un type d'IA qui aide les ordinateurs à apprendre à partir de données et de faire des prédictions. Et cela, des prédictions ou prendre des décisions, et cela sans être programmé spécifiquement pour ces décisions ou ces prédictions.
C'est ça le machine learning. Donc, nous avons la robotique. C'est une science qui consiste à concevoir et à construire des robots capables d'effectuer des tâches seuls ou sous la supervision d'un humain. Par exemple, si vous voyez maintenant les nouvelles voitures qui sont des voitures, la plupart des nouvelles voitures ont une certaine autonomie qui peuvent se conduire toutes seules, mais avec la supervision de la personne, par exemple. Donc, on voit que là, c'est des machines, mais qui utilisent, par exemple, le machine learning, qui utilise aussi l'IA générative et qui ont besoin de supervision pour pouvoir fonctionner toutes seules sur les routes, par exemple. Il y a l'IA générative que l'on connaît maintenant, donc je pense que l'on connaît plus. Et c'est donc un exemple d'IA générative, c'est les grands modèles linguistiques, ou bien les grands modèles de langage. En anglais, on les appelle LLM, les LLM. Donc ces modèles d'IA sont entraînés sur des quantités massives de données. Et à un moment, ces machines sont capables de donner des réponses qui peuvent être que nous, les humains, des réponses, des données, des réponses que nous, les humains, peuvent comprendre, que ce soit le texte ou bien que ce soit le langage. Donc, et aussi, l'IA générative peut donner aussi des images, du son, des vidéos et aussi et tout cela à partir du texte. Et on a le traitement de langage naturel, et ce traitement de langage naturel est un domaine de l'IA qui permet aux ordinateurs de comprendre, d'interpréter et de générer le langage humain, de permettant ainsi de communiquer avec les humains de manière plus naturelle. Et ce dont je parlais tantôt, c'est avec donc, le traitement du langage naturel qu'on peut communiquer avec les machines en utilisant notre langage naturel, que ce soit des mots, que ce soit en parlant ou bien que ce soit du texte. Et c'est ça la grande nouveauté qui fait que nous, les enseignants, nous, les dirigeants, nous, les administrateurs, on peut utiliser l'IA sans pouvoir autant faire de la programmation. Comment nous devons travailler avec les machines? C'est une question très importante. Et je pense qu'en tant qu'éducateur, il est important que nous comprenons que les machines ont toujours existé. Donc, les objets, les outils ont toujours existé et l'homme a toujours collaboré avec les outils. Mais puisque l'IA a des capacités importantes, il est important de définir comment cette collaboration-là peut permettre de créer des synergies et un impact significatif. Donc, le premier élément de la collaboration est la complémentarité. Les humains apportent leur créativité, leur intuition et l'esprit critique. Et cela, la machine ne l'a pas. La machine n'a ni de créativité, ni d'intuition, ni d'esprit critique. Par contre, les machines offrent rapidité, précision et puissance de calcul, ce que nous, les humains, nous n'avons pas. Si nous combinons et nous travaillons bien ensemble, ça va donner une synergie, de telle sorte qu'ensemble, nous pouvons réaliser des performances impossibles à atteindre par les humains seuls et les machines seules. Donc, c'est ça la plus-value. Et c'est ça ce qu'on essaie de voir, comment on peut utiliser cette plus-value pour améliorer l'éducation de façon générale, que ce soit la gestion de l'éducation, que ce soit l'apprentissage, tous les domaines de l'éducation. Et à partir de cette complémentarité, de cette synergie, il y a des applications qui naissent de cela. Par exemple, en santé, c'est utilisé pour faire des diagnostics. En finance, l'IA est utilisée pour détecter la fraude, par exemple. En éducation, apprentissage personnalisé et autres. Donc, accélération de l'innovation scientifique, il y a beaucoup d'applications possibles. Et c'est quoi l'impact? C'est la transformation, en fait,
du travail, de l'enseignement et de l'apprentissage, de la résolution des problèmes complexes, etc. Donc, nous avons parlé de l'IA, donc machine learning, nous avons parlé de la robotique, nous avons parlé de l'IA générative et nous avons parlé de l'IA, bon, donc des langues, des processus des langues naturelles. Donc, en enseignement et en apprentissage, l'IA peut faire beaucoup de choses. Par exemple, pour la prédiction, on peut prédire les performances et les abandons, la prévision des inscriptions, l'adéquation avec le marché du travail, avec les valeurs sociétales, la citoyenneté. On peut toujours voir est-ce que l'éducation, on peut prédire et voir si l'éducation est en phase avec cela. L'apprentissage personnalisé, les tendances en matière de recherche, la gestion des infrastructures, ça c'est important, surtout que maintenant avec les inondations dans la plupart de nos pays, on peut prévoir, donc avec la prédiction, on peut prévoir donc ces inondations peuvent être d'une façon prévue, ce qui permet de mieux gérer des infrastructures par exemple, la gestion des ressources financières et autres, le bien-être et comportement des élèves aussi. L'IA prédictive peut aider à faire cela. La détection, analyse de l'apprentissage et de suivi, l'interaction en classe, l'accessibilité et l'inclusion, l'analyse des commentaires, des sentiments. Peut-être en Afrique, on n'est pas peut-être là, mais dans les pays où nous sommes bien, aux États-Unis, au Canada et d'autres pays, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Donc, c'est en analysant les données des étudiants et souvent aussi par les médias, donc les Facebook et autres choses, on peut arriver quand même à détecter certaines choses. La gestion des opérations, que ce soit les ministères, que ce soit dans les écoles, la surveillance et l'éthique, la surveillance de l'éthique et la santé mentale, j'en ai parlé. Finalement, pour l'automatisation, les tâches administratives, développement et révision des cours, je vais en parler plus tard. Soutien des élèves, aux élèves, par exemple, assistance à la recherche, la réalité virtuelle. Donc, voilà les différents. J'ai mis ici quelques possibilités d'apprentissage IA personnalisé avec l'IA. L'apprentissage adaptatif, qui est aussi synonyme d'apprentissage personnalisé. Le tutorat par l'IA avec un chatbot, analyse des performances, c'est possible. Les évaluations. Les personnes en situation de handicap, les parcours académiques, les personnes en situation de handicap, je l'ai mis 2 fois, mais bon, peut-être que je dois m'arrêter un peu dessus. Vous savez, par exemple, avec l'IA, les personnes qui ne voient pas, des personnes qui ont certaines, par exemple, difficultés physiques, peuvent bénéficier de l'IA. J'ai rencontré une dame à l'UNESCO à Paris, c'était en début d'année, qui m'expliquait que sa femme, elle est française, que son enfant a un certain handicap et que l'IA était en train de l'aider son enfant. Les 4 rôles de l'IA. Donc, comment on utilise l'IA? D'une façon générale, il y a l'IA en tant qu'outil. L'IA est utilisée comme une extension des capacités des humains. Elle fonctionne sur la base des entrées directes et n'a aucune autonomie. Il y a l'IA en tant qu'assistant et ce que nous faisons la plupart du temps quand on utilise ChatGPT ou Gemini ou quand on utilise DeepSeek et autres, donc on utilise comme assistant. Les utilisateurs en simplifient, l'IA assiste les utilisateurs en simplifiant les processus. Il y a l'IA en tant qu'agent. Si vous suivez bien, en tout cas pour ceux qui suivent bien les informations sur l'avancement de l'IA, c'est maintenant où se trouve la recherche et le financement. Les agents c'est un type d'IA qui prend des décisions et exécute des actions de manière autonome selon des objectifs prédéfinis, par exemple. Et il y a aussi l'IA en tant que gestionnaire.
C'est une façon beaucoup plus donc avancée. Voilà, je donne quelques exemples de l'IA comme assistant. Donc, par exemple, un outil d'évaluation automatisé, outil de création de contenu, ChatGPT et autres. Donc, il y a aussi outils de conception, outils de correction quand vous écrivez dans Word ou bien et que il y a un correcteur automatique. Bon, donc ça ça peut être basé sur l'IA. Voilà, l'IA en tant qu'assistant, donc je pense que la façon la plus répandue, planification de cours, donc assistant d'apprentissage dans les langues, assistant de recherche. Voilà, je pense que c'est les types qui sont les plus connus. Par exemple, suggérer des plans de cours aux enseignants, fait gagner du temps et propose des idées, des idées nouvelles, par exemple. Il y a les agents maintenant, hein, donc en IA, donc les agents ont une autonomie beaucoup plus grande. Ils ont besoin d'interaction humaine, mais elles ont une autonomie beaucoup plus grande. L'IA comme manager, quelques exemples. Donc, par exemple, l'IA pour la gestion de l'allocation des ressources, l'IA pour l'analyse et l'intervention en matière d'apprentissage, l'IA pour l'optimisation des programmes et du cursus, par exemple. Donc, ça, c'est des façons donc d'utiliser l'IA. Donc, ces quatre façons d'utiliser l'IA, c'est juste pour nous, je pense, important de comprendre qu'il n'y a pas que l'IA générative, il n'y a pas que l'IA ChatGPT que je peux utiliser, mais il y a plusieurs IA. Et en tant que gestionnaire, en tant que décideur, il est important de comprendre aussi que nous pouvons utiliser ces IA dans un domaine beaucoup plus large, d'une façon beaucoup plus large, que ce soit dans la gestion de l'éducation ou bien que ce soit dans l'enseignement. Exemple de ChatGPT. Donc, ChatGPT, comme vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure, a été lancé en 2022 par OpenAI et elle est basée sur le modèle GPT. Elle est capable de gérer et de comprendre du texte. Bon, maintenant, elle est beaucoup plus avancée parce que ChatGPT 5 a aussi des capacités d'agent. Hein. Donc, maintenant, ils sont en train de faire vraiment des modèles robustes qui au début c'était du texte, un peu d'image, mais maintenant de plus en plus ChatGPT aussi peut agir comme un agent, même si ses capacités d'agent IA sont encore limitées. Donc, ChatGPT utilise le machine learning que nous avons vu tout à l'heure, mais aussi le traitement de langage naturel que nous avons vu tout à l'heure. Mais j'ai pris ChatGPT parce que pour tous les modèles de langage, de grand langage, ils fonctionnent de la même façon. Que ça soit ChatGPT, que ça soit Gemini, que ça soit DeepSeek, ils fonctionnent de façon similaire. De façon très simple, donc très simplifiée. Comment fonctionnent ces modèles-là, comme ChatGPT? Vous avez donc un carré ou bien un rectangle au milieu. Donc ça, c'est le modèle, c'est la machine. Voilà. Pour utiliser la machine à gauche, il faut faire un input, un prompt. Et ça donne un output, ça c'est la réponse. Mais tout cela là dépend des données. La qualité de la machine, de l'IA, dépend de la qualité des données. C'est pourquoi on parle toujours de données, comment en éducation, pour utiliser les chatbots, comment nous devons gérer nos données, comment nous devons nettoyer nos données. C'est très important de parler. Quand on parle de IA, vraiment, ce qui soutient l'IA, c'est les données. Voilà, c'est quoi un prompt? Un prompt, c'est un mot anglais. Un prompt, c'est comme un questionnement, hein, c'est ça. Hein? Prompt, c'est comme un questionnement, si on définit ça en français. Un prompt est une instruction ou une question donnée à un modèle tel que ChatGPT afin de générer une réponse. Voilà le schéma de modèle LLM, donc comme ChatGPT, et comment on doit utiliser un prompt. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un bon prompt? Il doit être clair et précis, contextualisé, ouvert ou ciblé. Et les résultats c'est un texte qui est structuré, ça peut vous satisfaire ou ne pas vous satisfaire, mais vous pouvez continuer, soit pour faire un suivi tout à fait à droite, en utilisant, par exemple,
le résultat en agissant, en continuant à poser d'autres questions. Donc voilà, très rapidement, aujourd'hui le temps n'est pas à notre faveur aujourd'hui, sinon j'aurais beaucoup plus expliqué cela. Donc ce qui est important pour comprendre, pour avoir la qualité de la réponse qu'on a de ChatGPT ou bien de DeepSeek et les autres, dépend de la qualité de la question. Voilà. Le plus on est clair et précis, conceptualisé, plus le résultat est structuré, plus le résultat est pertinent. Quelques cas d'usage et quelques prompts pour les activités éducatives, par exemple. Par exemple, pour aider les élèves, vous avez, donc il y a la fonctionnalité, la description à droite. L'exemple, ça c'est des exemples de prompts. C'est des exemples très simples. Je sais que la plupart d'entre vous peuvent faire mieux que ça, mais c'est juste pour expliquer comment ces prompts peuvent être utilisés dans des cas bien précis. Par exemple, pour aider les élèves, on peut expliquer, on peut faire un prompt à dire explique-moi la colonisation du Sénégal et son impact sur les économies actuelles du pays, par exemple. La création de supports pédagogiques, il y a un autre prompt pour ça que j'ai mis, apprentissage personnalisé, développement de contenu éducatif. Je vais lire celui-là par exemple. Rédiger une leçon de géographie sur les principales régions agricoles de la Colombie-Britannique au Canada pour les élèves de 9e année. Donc, mais c'est des prompts que j'ai pris comme ça. Si quelqu'un voudrait réutiliser ces prompts, vous pouvez facilement donc les adapter à vos besoins. Par exemple, on pourrait dire, au lieu de dire rédiger une leçon de géographie sur les principes des régions agricoles de la Colombie-Britannique, on pourrait dire la Côte d'Ivoire pour des élèves de, disons, 3e secondaire, par exemple. Voilà. Il y a les prompts aussi pour l'assistance administrative, pour les tâches administratives, parce que les enseignants ne font pas que du travail, de l'apprentissage et de l'enseignement, ils font aussi des tâches administratives, par exemple. Donc, accès aux ressources pédagogiques, par exemple, un prompt pourrait être « Donne-moi une idée des livres, d'articles sur l'histoire politique du Burkina Faso depuis son indépendance. » Vous pouvez utiliser, on peut ajouter d'autres éléments pour mieux clarifier, pour mieux préciser donc le prompt. Aide à la recherche aussi, faites un résumé des défis de l'éducation civique, par exemple au Sénégal, avec des références académiques. Et je dois dire quelque chose, tout le temps que l'on travaille avec l'IA, l'humain, nous devons à chaque fois vérifier les résultats. Il faut vérifier parce que l'IA se trompe. L'IA ne donne pas toujours quelque chose ne dit pas quelque chose de vrai, mais il peut, voilà. Je me reprends. Quand on utilise l'IA, c'est pour gagner du temps. Donc, l'IA peut me générer un texte qui me fait gagner peut-être 50% de mon temps, ou 40% de mon temps, ou 80% de mon temps, mais il faut que je passe 20% de mon temps pour travailler ce texte pour que le texte soit acceptable. Et donc, on ne peut pas tout simplement donner le résultat de l'IA comme ça. Une autre activité, par exemple, rédiger un email officiel pour convoquer une réunion d'information des enseignants le 10 novembre, par exemple. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le prompt engineering. Monsieur Touron, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de partager ces prompts-là avec les participants qui veulent essayer ça chez eux, chez elles. Voilà. Donc, le prompt engineering, c'est une autre façon de prompt très avancée, mais qui permet vraiment d'avoir les meilleurs résultats possibles. Par exemple, je vais lire celui qui est en bas rapidement. J'ai besoin d'une aide complète pour concevoir et formuler un contenu pédagogique en biologie. Ça, vous pouvez changer tout ce qui est en parenthèse, en crochet, vous pouvez le changer. Qui soit méticuleusement harmonisé avec les sciences sociales. Pourriez-vous générer de manière systématique 6 plans de cours et concepts d'activités innovants et pédagogiquement solides
qui non seulement répondent à ces normes éducatives strictes, mais qui soient également spécialement conçus pour susciter l'intérêt et stimuler l'apprentissage chez. Vous mettez les caractéristiques de la classe, des élèves et du lieu. De plus, il serait utile que vous fournissiez une brève justification et les résultats d'apprentissage pour chaque suggestion afin d'illustrer son efficacité et sa conformité avec les normes éducatives. Je vais essayer de partager ces prompts-là avec vous à travers M. Toulon, et si vous pouvez vous pouvez les essayer chez vous. Pour les dirigeants, par exemple, que ce soit dans les universités, dans les ministères, dans les écoles, on voit qu'il y a plusieurs problèmes. Donc, lacunes en matière de gouvernance, résistance organisationnelle et culturelle, contraintes de capacité et d'infrastructure, préoccupations ethniques, éthique et d'équité, réputation, compétition et partenariat. Les enseignants aussi, les personnels enseignants rencontrent certaines difficultés. On voit ces quelques-unes. Les compétences techniques, il faut une formation, soutien institutionnel, préoccupation éthique, confidentialité, intégration pédagogique, un très grand problème. Les contraintes temporelles, ça demande beaucoup de temps pour utiliser l'IA, surtout quand on fait ça pour la première fois. Les étudiants aussi ont beaucoup d'obstacles. Malheureusement, je passe dessus. Juste pour que nous comprenions un peu la complexité de l'intégration de l'IA. Donc, il faut tenir compte des politiques et de la gouvernance, des services aux étudiants, aux élèves, aux enseignants, l'infrastructure, le renforcement des capacités, les changements pédagogiques, le leadership institutionnel. Il y a encore d'autres. Donc, c'est un processus qui peut être un peu compliqué. Je vais en lire quelques-unes, si vous me permettez. Par exemple, la gestion des classes. M. Toulon m'a demandé d'essayer de faire ces perspectives en pensant au contexte africain, donc ce que je vais faire. Par exemple, comment soutenir les enseignants à gérer les classes qui sont souvent pléthoriques? Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. On peut automatiser certaines tâches administratives afin que les enseignants puissent dédier plus de temps à l'apprentissage, mais aussi on peut penser à utiliser des chatbots pour personnaliser l'apprentissage. Manque de ressources didactiques, l'IA peut être trouvée, si on peut trouver une méthode convenable, je dis bien convenable, je n'aurai pas le temps de l'expliquer, mais il faut faire très très attention quand tu utilises l'IA. Donc, dans le processus de création et de révision des ressources. Mais il faut un processus, il faut mettre une méthode convenable. Les budgets limités, l'IA est beaucoup utilisée en finance. Donc, pour la détection et l'automatisation, pour améliorer les prévisions et les allocations budgétaires, par exemple, à travers la détection et l'automatisation. Les langues minoritaires et les langues nationales, maintenant, il y a des possibilités d'utiliser des chatbots qui traduisent instantanément les langues et qui peuvent soutenir les étudiants, les élèves. Il y a d'autres défis comme la protection et sécurité des données. Il est important, les ministères, les établissements et même au niveau des pays, qu'on mette l'accent sur la gouvernance des données, le stockage local et la conformité aux lois, législation nationale et régionale et sur les données. C'est ça vraiment, c'est comme l'or, c'est de l'or, c'est du diamant. Nous avons besoin de ces données pour que l'IA soit performante dans nos pays. Voilà. Et équité et inclusion aussi, donc il y a la prise de décision éthique. Souvent, qu'est-ce qui se passe si l'IA, par exemple, prend une mauvaise décision? Qui est responsable? Donc, il faut des politiques solides pour cela. Gestion des données institutionnelles, promouvoir une stratégie de données institutionnelles unifiée, une propriété claire des normes de qualité et des données et des protocoles de partage. Toutes les photos que vous voyez, toutes les images sont de ChatGPT. Donc, pour montrer un peu qu'on va falloir réfléchir sur d'autres façons d'enseigner. Par où commencer? Donc, renforcement des capacités, faire des politiques IA et les stratégies. J'ai pas le temps de tout expliquer. Et c'est là où nous, à Souboula, nous pouvons vous soutenir à travers nos ateliers pour les dirigeants et les administrateurs, la formation pour les enseignants, l'élaboration de politiques et les cartes routières pour IA. Voilà. Donc, vraiment, je remercie tout le monde.
pour votre présence. Et je dirais tout simplement que l'IA soulève beaucoup d'intérêt et a beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel. Mais cependant, la mettre en œuvre, il faut vraiment une certaine organisation. Il faut une formation, il faut la prise en... il faut une formation. Les dirigeants même doivent comprendre ce qu'est l'IA avant qu'on aille vers les politiques, qu'on aille vers les stratégies. Merci, merci infiniment, Docteur Diallo. J'imagine que vous voyez l'écran là, les applaudissements, les mains, les cœurs. Merci beaucoup. C'était une présentation très, très, très intéressante, non seulement autour des concepts de l'IA, donc l'historique, la définition, tous ces éléments-là que vous avez rappelés, mais aussi très concrètement les applications qui peuvent en être faites en éducation. Donc, merci beaucoup. Il y a énormément de commentaires et de questions dans le chat. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps de passer à travers tous ces commentaires et toutes ces questions-là. Par contre, je vais me permettre une question dans la messagerie, Docteur Diallo. Monsieur Sow du Sénégal demande en quoi l'IA facilite-t-elle l'inclusion des apprenants à besoins spécifiques. Donc, on parle de personnes avec des limitations fonctionnelles ou des élèves qui ont vraiment des besoins très, très, très spécifiques. De façon globale, vous savez, le système éducatif a été fondé sur le cours magistral. C'est-à-dire que l'enseignant donne un seul cours, une seule méthode d'enseignement à 30 élèves, 40 élèves. Dans nos pays, maintenant, j'ai entendu, ça explose, hein, 60 ou plus d'élèves. Donc, le problème de cette méthode d'enseignement, c'est qu'on cherche la moyenne. On cherche la moyenne, mais on ne va pas vraiment vers les compétences individuelles et soutenir chaque étudiant ou chaque élève à partir de son niveau. Voilà. Et ce qui est, par exemple, aujourd'hui, on peut avoir même des classes dans un autre pays, je pense que c'est au Chili, il y a quelqu'un qui travaille sur les classes multiniveaux. Comment utiliser l'IA, par exemple, dans les classes multiniveaux. Comment ça marche? C'est que l'IA, on peut utiliser des chatbots d'une façon personnalisée qui utilisent les données de l'élève, de chaque élève, et l'IA analyse ces données de l'élève et l'interaction de l'élève avec l'IA peut générer des suggestions à partir du cours, bien du plan de cours, quel type de ressources l'élève a besoin. Bien sûr, il va falloir que l'enseignant vérifie cela. Donc, c'est ça le principe de l'enseignement personnalisé. Mais aujourd'hui aussi, il y a des IA spécifiques pour les personnes qui ne voient pas bien, pour les personnes qui n'entendent pas bien. Donc, il y a des applications, M. Sow, il y a des applications spécifiques qui peuvent aider ces personnes-là. Oui. Merci beaucoup, Docteur Diallo. On va peut-être ouvrir les micros et prendre deux questions. Malheureusement, on n'a pas le temps de deux questions, mais on va quand même essayer au moins de prendre une question en direct dans la liste. Je suis M. Sandy Steve, enseignant d'informatique au Cameroun. Je suis très heureux de participer à cet événement qui parle d'un fait d'actualité et je voudrais partager mon expérience par rapport à l'utilisation de l'IA dans mon métier d'enseignant d'informatique. Bon, je voudrais déjà souligner que je l'utilise quand même depuis 2022, quand on a commencé à vulgariser un peu son arrivée dans notre continent, j'imagine maintenant. Je l'utilisais dans tous les différents champs dans lesquels j'intervenais, mais maintenant au niveau de l'enseignement, j'avoue que j'ai commencé à expérimenter cela depuis plus d'1 an pour m'aider dans la préparation des cours, m'aider dans la conception des ressources, m'aider dans la préparation des évaluations, autres. Alors, comment est-ce que je fais? J'ai déjà eu à utiliser plusieurs outils d'IA génératifs. J'utilise beaucoup plus ChatGPT.
J'utilise ChatGPT, j'utilise Microsoft Pilot, j'utilise généralement l'IA qui se trouve dans Canva. Alors, ChatGPT, c'est un outil d'IA générative, donc ça me permet de... Oui, ça me permet de débattre, de présenter ou de réfléchir sur un contenu que j'ai à présenter dans la classe. Donc, maintenant, lorsque j'ai une leçon à faire, alors, j'utilise le ChatGPT pour la préparation de ma leçon et éventuellement l'enrichissement du contenu avec les ressources. Maintenant, j'ajoute Microsoft Pilot dans le sens de rechercher des ressources additionnelles, telles que des vidéos qui pourraient, par exemple, m'aider à expliquer davantage certaines notions dans ma leçon. Et j'utilise éventuellement soit Po ou soit Perplexity, beaucoup plus pour faire des croisements ou des comparaisons de contenu de mes leçons pour pouvoir être sûr d'avoir un certain même niveau de conformité. Ça, c'est s'agissant de la préparation des leçons. Maintenant, pour les évaluations, une chose que j'ai eu à expérimenter cette année, c'est de concevoir la plupart de mes leçons avec ChatGPT. Et maintenant, au moment de la préparation d'une évaluation, je demande à ChatGPT de me ressortir, de me lister toutes les leçons que j'ai eu à préparer. Et je lui donne des indications par rapport à l'évaluation que j'ai à préparer. Et il me propose plusieurs modèles d'évaluation que je valide par la suite. Donc, vraiment, l'ayant expérimenté depuis un an, c'est un outil qui m'aide facilement à concevoir mes ressources. Ça me donne un certain gain de temps et ça me permet éventuellement de me concentrer davantage sur les notions de pédagogie ou toute autre notion dans la salle de classe. Voilà un peu ce que je peux dire concernant mon expérience avec l'IA. Alors, bonjour tout le monde. Bon, je vous remercie vraiment pour l'organisation de ce webinaire. L'IA, c'est une chose vraiment importante. Mais ici, mon inquiétude est que est-ce que l'IA ne va pas impacter négativement la compétence de l'enfant? Parce que si nous devons donner un devoir à faire à la maison à l'élève, je pense que l'élève pourra transmettre les questions à l'IA et l'IA va travailler à la place de l'élève. Et là, est-ce que nous allons évaluer l'agent IA ou est-ce que nous allons évaluer l'élève? C'est ça ma question. Je trouve que là, bon, l'IA, c'est excusez-moi, c'est vraiment nécessaire. C'est bon, mais ça va faire beaucoup de dégâts. C'est parce que, pour moi, ça va impacter négativement sur la compétence de l'apprenant. Je vous remercie. Merci beaucoup pour c'est une question très intéressante. J'ai en discuté avec une collègue il y a 2 semaines quand j'étais au Canada à Ottawa. Une collègue aussi qui travaille beaucoup dans ce domaine. Vous savez, très rapidement, le processus d'apprentissage de l'humain reste toujours le même. Nous avons besoin d'utiliser notre cerveau pour réfléchir, souvent, donc faire des activités pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Et vous avez tout à fait raison. Si on pose une question à des étudiants, bien des élèves, et que ces élèves utilisent cette question pour aller à l'IA et que l'IA leur donne une réponse, cette réponse ne doit pas être acceptée. Cette réponse n'est pas acceptable. C'est pourquoi j'ai parlé de politique. Il faut des politiques. Il faut des politiques pour définir dans quel cadre l'IA soit peut-être acceptée. Pour qu'on puisse utiliser l'IA, il va falloir que les étudiants, même s'ils utilisent l'IA, que ça soit dans le processus d'un projet ou bien d'un processus qui peut donner à quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'on ait les meilleurs résultats avec l'IA, il faut que l'humain, donc l'élève, utilise son sens de critique, de raison et de jugement sur le produit de l'IA. Et cette réflexion intellectuelle, ce travail que l'étudiant va faire, va lui permettre quand même de faire des acquis pédagogiques. Mais si c'est juste prendre un résultat et le produit de l'IA, en ce moment-là,
cela n'aura pas d'effet. Et pour terminer sur ça, je dirais qu'aux États-Unis, pour le moment, la loi, c'est que tout élément qui vient directement de l'IA n'a pas de propriété intellectuelle. Voilà. Merci. Je pense que... Merci infiniment, professeur Diallo. Merci pour toutes ces belles réponses-là. Mesdames et messieurs, malheureusement, nous tendons vers la fin de ce webinaire. Toutes les bonnes choses, toutes les choses, même les bonnes choses, ont une fin, comme on dit. Nous espérons évidemment que le webinaire a répondu à vos attentes. On espère que oui. Donc, au nom de Monsieur le secrétaire général de la Confémen, nous vous remercions pour votre présence en très grand nombre. Nous remercions encore une fois les partenaires techniques et financiers d'Imagine École aussi. Donc, je les rappelle, c'est important de remercier nos partenaires, l'UNESCO, le gouvernement français, les ministères de l'Éducation des États et gouvernements membres d'Imagine École, France Éducation Internationale, le réseau Canopé et Mascotte. Évidemment, la DDC Suisse, notre partenaire financier pour la série de webinaires. Et encore une fois, infiniment, Dr Bakary Diallo pour sa belle présentation de cet après-midi. Merci aux collègues à l'interne aussi de l'équipe des communications du pacte, donc des communications, M. Si Ulrich, les collègues du pacte, Guy-Roger Kaba, Dr Guy-Roger Kaba, Maïb Binta, Anne Penda et surtout Madame la coordonnatrice du pacte. Donc, on se dit à mercredi prochain sur un sujet intéressant. Donc, notre voyage numérique va nous conduire le mercredi prochain au Québec. Donc, on va parler des ressources pour améliorer l'enseignement des mathématiques, donc des ressources qui s'appellent PrestMath. Donc, on vous attend toujours en aussi grand nombre